turpināsim mūsu šīs dienas noslēdzošo sesiju, un kā jau pagājušās sesijas pašā noslēgumā izskanēja, jau tāds tilts uz gaidāmo prezentāciju, proti, kas būs veltīta tādam atskatam Francijas tiesību vēsturē, kādā veidā tur mantojuma jautājumi ir tikuši risināti. Un pēc tam savukārt mūsu diena noslēgsies ar diviem jau tādiem plašāk skatījuma referātiem par saikni starp nemateriālā kultūras mantojuma tiesībām un vides tiesībām, un arī nemateriālā mantojuma tiesībām un savukārt arī kultūras daudzveidību. Tā kā laipni aicinu pirmo runātāju Noeļu Veržnēru. Merci beaucoup, Rita. Cette présentation, je n'ai pas compris un mot. J'espère qu'elle était gentille. Et merci de l'invitation générale à cette journée d'études. La présentation que je vais vous faire maintenant, c'est le produit d'une interrogation très concrète à laquelle on est confronté dans le cadre du projet Osmose. Alors on n'a pas beaucoup, je crois qu'il y en a parlé en introduction peut-être ce matin un petit peu, on n'a pas beaucoup parlé de ce projet Osmose, qui est donc ce projet franco-letton de recherche, en gros, qui est piloté par Anita et Marie Cornu. Projet de recherche sur la manière dont la Convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel s'inscrit dans les droits nationaux. C'est-à-dire concrètement la manière dont les États appliquent, bien sûr, cette convention, et puis aussi, et c'est ce qui est peut-être le plus difficile et aussi donc le plus intéressant, c'est aussi l'étude de l'articulation entre cette convention et les droits nationaux relatifs à ce qu'on pourrait a posteriori appeler le patrimoine culturel immatériel, mais qui sont antérieurs à la convention de 2003. Parce que c'est là quelque chose de très intéressant à étudier, dans la mesure où on constate une forme de réorganisation des droits nationaux à l'aune de la Convention de 2003. C'est-à-dire que les autorités étatiques vont, à partir de textes qui existent déjà, qui sont antérieurs donc à la Convention de 2003, vont tordre, plier ces textes pour s'inscrire dans le sillage de cette Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Alors comment cette convention est appliquée en droit national? Comment est-ce que ça s'articule avec les textes antérieurs? Quand on s'est posé ces questions-là, Anita, tu me corrigeras dans le débat si je dis des bêtises, mais ce qu'on a constaté, en tout cas à ce stade-là de l'étude, c'est qu'en réalité, il existe beaucoup de textes nationaux qui traitent d'une dimension immatérielle du patrimoine et qui sont antérieurs à l'émergence de la notion de patrimoine culturel immatériel dans le sillage des travaux de l'UNESCO. Il y en a un assez grand nombre, ils ne prennent pas le nom de patrimoine culturel immatériel, ils ne sont pas tout à fait peut-être du patrimoine culturel immatériel, mais ils ont des liens très forts avec le patrimoine culturel immatériel. Et donc on trouve en France et ailleurs des textes de protection du patrimoine ethnologique, des textes de protection du folklore, des textes de protection du savoir-faire, des textes de protection autour des langues, etc. Et on peut aller très loin en fait, et c'est là une vraie difficulté qu'on s'est posée tout de suite, c'est finalement on va jusqu'où? Qu'est-ce qui, dans tous ces textes antérieurs à 2003, dans tous ces textes nationaux, qu'est-ce qui peut être considéré comme étant du droit du patrimoine culturel immatériel avant le patrimoine culturel immatériel? C'est-à-dire du droit de ce phénomène social qu'est le patrimoine culturel immatériel avant que la catégorie juridique onuskienne ne soit créée. Et c'est une vraie difficulté, et c'est un débat un peu sans fin. Pour le cas français, par exemple, on peut se poser la question, mais finalement, on a en France une loi de 1994 qu'on appelle la loi Toubon, qui est une loi sur la défense de la langue française, et qui oblige en particulier à ce que le français, et uniquement le français, soit employé dans tous les services publics. Eh bien, cette loi, est-ce que c'est une loi de protection du patrimoine culturel immatériel? Oui, dans un sens, mais dans un autre, puisqu'elle met à l'écart toutes les langues régionales, est-ce qu'elle pose une vraie difficulté? En même temps, elle défend la langue française par rapport, en particulier
particulier à la langue anglaise. Donc ce sont des débats terriblement difficiles, des questions vraiment complexes. Et ce qu'on s'est demandé, et ce que je me suis demandé pour cette intervention, c'est est-ce que finalement c'est si intéressant de trancher ces questions-là? Est-ce que c'est si intéressant de s'amuser à faire ces équivalences entre ce qui était autrefois le droit de l'ethnologie, le droit du folklore, et ce qui aujourd'hui on appellerait le droit du patrimoine culturel et matériel? Est-ce que ça a véritablement un sens scientifique? Est-ce que c'est si important de faire ce lien-là? Et donc, ce type de question-là, donc un peu une question par l'absurde pour essayer de prendre différemment le problème, ce type de question-là, elle conduit un peu à déplacer son regard. C'est-à-dire qu'on ne va plus regarder la similitude d'objets, aller voir un peu dans tous les textes juridiques ce qui aurait une consonance immatérielle, mais on va plutôt s'intéresser aux techniques juridiques. Regarder un petit peu, eh bien, quelles sont exactement les techniques juridiques que l'on a mobilisées pour protéger le patrimoine en général, et puis pour protéger aussi le patrimoine culturel et matériel, de façon à pouvoir un peu plus remettre en perspective la particularité peut-être de la Convention de 2003 par rapport à des traditions juridiques antérieures, et en particulier, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est si difficile de faire rentrer la question du patrimoine culturel et matériel dans le droit français, en particulier par rapport à la tradition juridique française qui peut-être est très différente de celle qui a fait émerger la Convention de 2003. Alors, quelle est la technique de la Convention de 2003 Je ne vais pas revenir dessus pour deux raisons. La première, c'est que la Convention de 2003 est très vague sur sa technique de protection. Et la deuxième raison, c'est que on en a beaucoup parlé déjà. Et la première des grandes techniques de protection de la Convention de 2003, c'est remettre au centre du débat la communauté porteur du patrimoine culturel immatériel. C'est-à-dire véritablement replacer ceux qui portent ce patrimoine au cœur du dispositif de protection. Alors, comment se fait-il, alors qu'en droit français, on a des textes qui protègent des choses qu'a posteriori on pourrait appeler patrimoine culturel immatériel, comment se fait-il qu'on n'a pas raisonné selon cette logique-là dans les textes antérieurs? Pourquoi est-ce qu'on a raisonné différemment? Pourquoi alors qu'on s'intéressait? On ne peut pas le nier, c'est-à-dire qu'on n'a pas découvert la question ethnologique, folklorique, etc. Après 2003. Comment se fait-il, alors qu'on s'est intéressé à toutes ces questions, comment se fait-il qu'on a décidé de procéder différemment? Alors comment on a procédé déjà en France? Alors, en France, ça fait bien longtemps qu'on a intégré en soi, mais comme dans l'immense, j'imagine, majorité des pays, c'est pas du tout une forme de focalisation sur le cas français, c'est simplement celui que je connais mieux. Comment se fait-il qu'en France, on a, enfin plutôt en France, ça fait bien longtemps qu'on a intégré la question immatérielle dans le corpus patrimonial. Et même on a essayé de traduire juridiquement, c'est-à-dire de créer des dispositifs de protection d'éléments immatériels du patrimoine. C'est ainsi en particulier, lorsqu'on se plonge dans les archives de l'histoire de la protection du patrimoine culturel, c'est ainsi qu'on voit que dans les années 20, et en particulier dans les années 30 et 40, on a beaucoup, c'est-à-dire pas marginalement, on a beaucoup protégé, au titre des monuments historiques, au titre de la législation sur les monuments historiques, des éléments matériels, parce que précisément, ils présentaient un intérêt du fait de leur caractère folklorique, c'est-à-dire du fait de leur caractère de témoignage d'art et de tradition populaire. C'est comme ça, par exemple, qu'on a protégé ce qu'on a appelé les cheminées sarrasines. On a protégé plein de cheminées sarrasines en France au titre des monuments historiques. C'est-à-dire on les a classés, inscrits au titre des monuments historiques. On a même essayé de réfléchir à des vraies réformes législatives qui intégreraient encore mieux la protection du patrimoine folklorique. Alors, je vais répondre tout de suite à l'objection qui doit vous traverser l'esprit, c'est-à-dire, oui, mais justement, la grande différence avec la Convention de 2003, c'est que la Convention de 2003 se détache, en
tout cas par principe, se détache de l'élément matériel. Or là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est la protection d'éléments matériels, certes marque du patrimoine culturel et matériel, mais néanmoins d'éléments matériels. En tout cas, on a réfléchi à plusieurs reprises, dans les années 30 en particulier, autour d'un conservateur français qui est connu des ethnologues, qui s'appelait Georges-Henri Rivière. On a essayé de réfléchir à un classement spécifique des monuments folkloriques, avec une structure particulière qui était intégrée à l'administration française des monuments historiques, mais néanmoins qui avait une place à part, avec une section particulière dans la commission des monuments historiques, une section qui serait constituée d'ethnologues, qui serait chargée vraiment de bâtir une protection au titre des monuments historiques, des monuments folkloriques. Puis c'est une réflexion qui allait encore plus fort dans les années 40, dans les années de guerre, avec tout le mouvement régionaliste, tout le mouvement folkloriste, et on a essayé encore plus de faire avancer ces démarches-là. Le ministre en personne a demandé à ce qu'on bâtisse cette eau au plus vite. Finalement, tout ça sera abandonné à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On voulait véritablement, on disait, protéger non seulement donc l'architecture, ces cheminées sarrasines par exemple, mais également, je vous cite les textes de l'époque, on voulait protéger les témoignages du contexte technique, économique, sociologique, technique, économique, sociologique. On voulait protéger les objets domestiques, on voulait protéger les outils de production, on envisageait la possibilité pour l'État de tout racheter en bloc. L'ensemble de ces éléments-là, de tous les racheter en bloc pour les exposer, ou au contraire, de simplement mettre en place un mécanisme d'obligation pesant sur les propriétaires. Bref, on a véritablement pensé à protéger juridiquement c'est ce qu'on appelait à l'époque ces arts et ces marques, ces traces des arts et traditions populaires. Alors la question qu'on peut se poser, c'est alors pourquoi est-ce qu'on a à ce point-là essayé de protéger les traces matérielles de ces arts et traditions populaires, les traces matérielles de ces pratiques populaires, telles qu'on les appelle parfois aussi, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas embêté à aller au-delà, à faire ce qu'on va faire plus tard, par exemple avec la Convention de 2003, pourquoi on n'a pas essayé de protéger les pratiques populaires elles-mêmes, les pratiques culturelles elles-mêmes, indépendamment de leur concrétisation dans une trace matérielle qui est la cheminée, l'outil de travail ou je ne sais quoi d'autre. Alors, lorsqu'on se pose cette question-là, on a une réponse qui vient intuitivement, mais qui peut être un peu trop rapide. La réponse qui vient intuitivement est très simple. Elle consiste à dire, eh bien, on a protégé les monuments folkloriques et pas les pratiques folkloriques, simplement parce qu'on était encore dominé par la figure du monument. On était dominé par la figure de ce qui s'appelle en France la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, qui protège un monument, c'est-à-dire soit un objet d'art, soit un édifice monumental. Et c'est cette logique-là que l'on aurait tout simplement adaptée à la protection du patrimoine folklorique. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la question de l'immatériel en droit du patrimoine culturel à ce moment-là, dans ces années 30 et 40, elle n'aurait pas véritablement fait sa révolution immatérielle. Elle serait intrinsèquement restée liée à des traces matérielles. Elle n'aurait pas réussi à se débarrasser, à dépasser la question du matériel. Alors, il y a sans doute du vrai là-dedans. Mais je ne suis pas sûr, et c'est vraiment quelque chose que je soumets à la discussion, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant d'expliquer qu'on s'en tenait aux monuments folkloriques et pas aux pratiques folkloriques parce que précisément on était obnubilé par la question du monument. Je me demande, j'en suis d'autant moins sûr que par ailleurs, à côté de cela, on s'intéresse énormément aux pratiques toutes seules et pas du tout aux monuments, ou sinon à la marge aux monuments. C'est à ce moment-là qu'on va développer tous les travaux d'enquête, c'est à ce moment-là qu'on met en place tout ce qui s'appelle les missions ethnologiques. Bref, on s'intéresse, ce qu'on appelle les missions folkloriques plutôt à cette époque-là, on s'intéresse aux pratiques toutes seules et pour elles-mêmes. Et à la marge seulement aux questions des monuments. Alors pourquoi est-ce qu'on met en place un régime juridique exclusivement sur les monuments? C'est quand même une vraie difficulté qu'on ne peut pas comme ça évacuer d'un tour de main. Il faut qu'on arrive à répondre à cette question-là. Alors on peut quand même essayer de proposer une autre explication. C'est peut-être que finalement c'est pas tant qu'on n'arrivait pas à penser l'idée de protéger des pratiques
indépendamment de leur concrétisation matérielle. C'est plutôt qu'on était, d'une certaine façon, prisonnier d'une certaine conception, non pas de ce qui était le patrimoine, puisque, encore une fois, on conçoit l'idée d'un patrimoine immatériel, mais d'une certaine conception de ce que doit être une politique publique de protection du patrimoine, ou plutôt, si vous préférez, une certaine conception de ce que doit être la place de l'État dans ce domaine. Ce que l'on pense donc, avec ces mécanismes de protection des monuments folkloriques, c'est ce qu'on appelle parfois une protection objective. C'est-à-dire une protection qui vient d'en haut, mais qui n'est pas idéologiquement marquée, qui se prétend neutre, une protection qui se prétend impartiale, c'est un grand mot de l'État français, l'impartialité. C'est donc une protection qui vient d'en haut, et qui vient d'en haut précisément parce que c'est la garantie de son impartialité. Parce qu'elle est gouvernée par l'intérêt général qui s'attache à la protection de ce monument folklorique. Et on pense véritablement la protection du patrimoine culturel et matériel, également à cette époque-là, au travers de ce prisme d'une certaine place de l'État qui est celui qui, du haut de son impartialité, est le seul à être à même d'identifier ce que doit être le monument à protéger, qu'il soit folklorique ou pas, et donc d'identifier l'intérêt général qui s'attache à ce monument-là. C'est-à-dire que c'est une figure qu'on appelle en droit français, qui s'appelle la figure de la police. La police, pas au sens du policier qui vous fait traverser la rue, mais la figure de la police, c'est un certain rapport de l'État à ce qui se passe sur son territoire et auprès de ses administrés. Un certain rapport qui le conduit à contrôler. Donc pas forcément à se substituer aux propriétaires privés, mais à les contrôler, parce qu'il a une meilleure conscience du haut de son impartialité de ce qui est bon pour ces éléments du patrimoine culturel immatériel. Simplement, cette question de police, donc ce contrôle de l'État sur les individus se trouvant sur le territoire national, elle se confronte directement à un problème de droits fondamentaux et de libertés fondamentales. Évidemment, c'est la grande question de la police, c'est la grande question qu'on connaît très bien en matière de patrimoine culturel en général, c'est la question de la conciliation entre la puissance de l'État, porteur de l'intérêt général et chargé de protéger, et puis de l'autre côté, le droit de propriété du propriétaire qui, certes, peut subir des contraintes, doit même subir des contraintes, puisqu'il y a l'intérêt général qui l'impose, mais doit les subir dans une certaine limite. C'est vraiment le grand équilibre de la police. Or, on pense véritablement la question de la protection du patrimoine culturel en général, en France, et quasiment on peut dire jusqu'à aujourd'hui, à ce prisme-là. C'est-à-dire qu'on peine à le concevoir différemment, et le problème, et c'est enfin, vous allez comprendre là où je voulais revenir, le problème c'est que si on pense le débat dans ces termes-là, on se met dans l'incapacité, c'est ça que je voulais vous démontrer, on se met dans l'incapacité de protéger les pratiques sociales. On est contraint de se reporter sur des choses. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on oublie un peu parfois, mais finalement, la police, elle est beaucoup plus puissante lorsqu'elle porte sur des choses que lorsqu'elle porte sur des personnes. C'est un grand juriste des années 80 qui disait que finalement, même si intuitivement, chaque Français a l'impression que son droit de propriété, c'est son droit le mieux protégé, en réalité juridiquement, c'est celui sur lequel on accepte les plus grandes atteintes par rapport aux autres grandes libertés. Liberté d'aller et venir, liberté d'expression, liberté de réunion. Eh bien, le droit de propriété, c'est finalement celui qui est le plus malléable par la puissance publique, à la différence des autres libertés. Et le droit de propriété, on peut tout à fait, donc, lui faire subir des contraintes. Et c'est le modèle sur lequel a reposé tout le droit du patrimoine culturel, faire peser des contraintes sur la propriété. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'élaborer un régime de protection qui porte sur des pratiques sociales. Ça devient tout de suite beaucoup plus sensible. On ne peut pas, aussi facilement qu'on peut porter atteinte à votre propriété, on ne peut pas aussi facilement que cela vous imposer de porter un certain type d'habit, parce que vous considérez que ça, ce sont les habits traditionnels, vous imposer de connaître une certaine histoire et pas une autre, vous imposer de parler une langue et pas une autre.
Ce sont des atteintes beaucoup plus fondamentales aux libertés. Même si on est peut-être un peu aveuglé dans le débat par la question de la protection de la propriété privée, en réalité c'est finalement celle qui peut-être est le plus faiblement protégée parce que précisément c'est la chose et ce n'est pas la personne directement qui est mise en jeu. Mais d'ailleurs il suffit de le voir dans le débat français actuel. Combien de temps il me reste ? Non plus, je n'ai pas envie de... Il me reste encore 25 minutes. Donc, on le voit en tout cas bien cette difficulté, cette extrême sensibilité de la question du contrôle des pratiques sociales plutôt que du contrôle simplement des choses, objets de propriété dans le débat français actuel. C'est-à-dire que dès qu'on se met à réglementer la question des habits, ça devient terriblement complexe. En France, récemment, il y a eu une loi interdisant le port de tout habit qui dissimule le visage. Et était directement visé le port de ce qu'on appelle le voile intégral dans certaines traditions extrémistes islamistes. Et toutes ces pratiques-là, qui sont des pratiques culturelles, ont été interdites sur le territoire français. Simplement, ça a créé un débat monstre, un débat extraordinaire avec des levées de boucliers, parce qu'on a dit, mais c'est une atteinte directe à la liberté, eh bien de s'habiller comme on veut, tout simplement, la liberté d'exprimer sa religion, etc. Et finalement, on s'en est tiré, juridiquement, en faisant valoir, premièrement, des raisons très matérielles d'ordre public, c'est-à-dire qu'une personne dont on ne peut pas voir le visage peut être dangereux pour la protection de la sécurité publique. Et puis, également, mais ça a été une innovation extraordinaire sur le plan du droit des libertés publiques, on a dit, et puis parce que ça remet en cause ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais vous voyez que ce n'est que pour cette situation tout à fait extrême de la personne dont on ne voit plus que les yeux, et parce qu'on a réussi à invoquer des questions de sécurité publique face au risque d'attentat, qu'on a pu réglementer la question de l'habillement sur le territoire national. Donc la question des pratiques sociales est une question qui est terriblement complexe à réglementer. Et donc, je ne dis pas qu'il y a eu tout ce débat théorique qui s'est fait auprès des juristes dans les années 30-40, mais simplement une certaine conception que chacun a des grandes libertés, qui fait qu'on est beaucoup plus enclin à faire porter les obligations de l'État sur les choses, beaucoup plus que sur les libertés fondamentales des personnes en elles-mêmes et indépendamment des choses dont elles sont propriétaires. Alors, ce qui, à mon avis, donc, je ne sais pas si je peux continuer encore un petit peu, très bien. Ce qui, à mon avis, en tout cas, est un point important pour comprendre pourquoi on n'a pas, alors qu'on s'intéressait beaucoup aux pratiques sociales, on n'a pas décidé de mettre en place un mécanisme juridique de protection des pratiques sociales au XXe siècle en France. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, la Convention de 2003, elle pose des problèmes intéressants. C'est qu'elle vient mettre en partie à défaut cette logique-là de l'État qui vient imposer seul, parce qu'il doit être seul pour être le garant de l'intérêt général, pour être en situation d'impartialité, pour imposer ses obligations. Alors en réalité, quand je vous dis ça, c'est tout à fait caricatural. Parce que, bien au contraire, si on regarde l'histoire à nouveau du droit des patrimoines culturels, on voit que là aussi, à plusieurs reprises, on a tenté, voire même on a concrétisé, des systèmes d'organisation de l'association des gens d'en bas à la prise des grandes mesures juridiques sur la protection du patrimoine culturel. C'est-à-dire qu'on a, presque depuis toujours en réalité, tenté de limiter l'effet souverain et puissant de l'État qui décide d'en haut en associant les personnes qui sont directement concernées par le patrimoine culturel dont l'État souhaite la protection. Alors, c'est là-dessus en réalité qu'il faudrait porter toute la recherche. C'est-à-dire que c'est dans tous ces mécanismes de protection qui essayent
tout à la fois de ne pas remettre en cause ce grand principe sur lequel repose le droit du patrimoine culturel français, c'est-à-dire l'État, le garant de l'impartialité qui impose la protection, mais qui essaye de le nuancer en associant au maximum des personnalités qui feraient que ce n'est pas l'État seul qui décide, c'est-à-dire ces mécanismes qui permettent d'introduire des tiers dans le mécanisme, dans la procédure de décision du patrimoine culturel. Alors, on a des tentatives comme ça, par exemple, au début du XXe siècle, un député qui s'appelait Charles Bocquier va essayer de mettre en place des commissions départementales de protection des sites pittoresques. Et dans cette commission, il va beaucoup travailler la question de la composition de la commission. Cette composition, ça va être quasi exclusivement une composition de gens locaux, d'artistes, de représentants des principales associations, et je renvoie à ce que disait finalement pour le cas contemporain Christian tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre directement dans le processus de décision des personnes qui sont sur le terrain et qui vivent directement la question de la protection du patrimoine. Mais on va aller beaucoup plus loin même, enfin Bocquier va essayer d'aller beaucoup plus loin, il va dire, eh bien cette commission, c'est elle qui va décider ce qu'on va protéger. Et l'État ne sera qu'une chambre d'enregistrement. L'État ne sera là que pour acter des choix locaux. Simplement, il faut que ce soit l'État tout de même qui prenne l'acte imposant les obligations, parce que la puissance publique doit rester, c'est-à-dire le souverain qui impose les obligations, doit rester entre les mains de l'État. Mais l'État est contraint par les choix d'une structure représentative au niveau local. Alors c'est qu'à moitié un bon exemple, parce que finalement, ces commissions ne seront jamais mises en place dans cet état-là. C'est-à-dire que les services de l'administration des beaux-arts au sein du niveau du ministère donc de l'État vont s'opposer finalement justement à ce qu'ils considèrent être une forme bien de main liée dans la protection du patrimoine et une forme de clientélisme au niveau local face à l'impartialité que garantit au contraire l'État. Mais finalement, c'est quand même des tentatives qu'on retrouve assez régulièrement. Et c'est finalement là-dedans qu'il faudrait peut-être aller voir la manière dont on associe, peut-être pas les communautés, mais en tout cas les gens, tout simplement, dans les processus de protection. C'est tout simplement sur les compositions des commissions. Il faudrait qu'on travaille plus peut-être là-dessus, sur ces compositions, c'est-à-dire, nous en tant que juristes, on réfléchit toujours à l'État impose et puis c'est réglé pour nous, problème fini. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. On fait intervenir des personnes qui vont avoir un pouvoir parfois de veto, parfois pas. Et il faudrait aller un petit peu faire un travail détaillé. Et on verrait que c'est beaucoup plus compliqué que les présentations un peu finalement trop tranchées que l'on fait habituellement. Et puis la deuxième voie, donc vous voyez la première voie pour limiter le pouvoir de l'État tout en intégrant d'une certaine façon la question des gens qui se trouvent sur le territoire, c'est la composition des commissions associées à la prise de décision de l'État. Et la deuxième question, c'est le grand mouvement contemporain, et c'est celui sur lequel la Convention de 2003 elle-même a achoppé, puisque la Convention de 2003 a buté, et c'est d'ailleurs l'objet des interventions de ce matin, c'est la reconnaissance de véritables droits subjectifs aux gens qui se trouvent sur le territoire. On les appelle comme on veut, on les appelle communautés dans le cadre de la Convention de 2003 pour le patrimoine culturel et immatériel, mais des gens qui habitent le patrimoine, et bien la reconnaissance de véritables droits opposables à l'État, qui fait que l'État doit s'exécuter parce qu'il a décidé de créer les règles d'un jeu règles d'un jeu qu'il doit lui-même respecter. Donc c'est la question c'est véritablement tous ces droits-là, c'est l'autre mode, fondamentalement, le mode royal d'association des gens à une politique de protection du patrimoine culturel, c'est de leur conférer les outils juridiques permettant de faire valoir leurs droits. De faire valoir devant qui ? Devant le juge étant lui-même une autorité de l'État. Vous voyez qu'on fonctionne toujours dans un cercle fermé en rond, mais c'est le principe de toute notre organisation politique, et c'est ainsi que cela fonctionne. Alors ces droits-là, en matière de patrimoine culturel, on les voit très peu à l'œuvre encore, c'est-à-dire les droits à obtenir une certaine décision en matière de patrimoine culturel, le droit à obtenir certaines informations en matière de patrimoine culturel. Donc, on ne les voit pas véritablement à l'œuvre encore, donc elles sont émergentes. On les voit beaucoup plus à l'œuvre en matière de droit de l'environnement en France.
travers d'un texte assez récent, qui est la Charte de l'environnement de 2004, qui est un texte qui a valeur constitutionnelle en France, et qui reconnaît à son alinéa 7 un droit à la participation du public sur toutes les décisions impliquant l'environnement. Donc c'est tout à fait un outil qui pourrait être étendu d'ailleurs, ne serait-ce que sans même modifier le texte constitutionnel, mais par l'interprétation à la question patrimoniale. Simplement, qu'est-ce qui se passe en pratique? C'est un droit qui est très puissant, ça permet aux gens de faire valoir une obligation d'information. Mais lorsqu'on va concrètement examiner la jurisprudence, on voit aussi que c'est un droit qui est finalement assez formel. On a les premières conclusions sur la jurisprudence des auteurs qui s'intéressent à la question et qui n'arrivent à peu près tous aux mêmes conclusions. C'est à la fois un outil extraordinaire, et finalement c'est un outil un peu formel, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre en place une procédure de consultation pour que l'on considère que le droit à la participation du public soit rempli. Donc à nouveau, il faudra que l'on prenne la loupe pour travailler non pas sur des grandes catégories générales, que sont par exemple le droit subjectif, le droit à la participation, mais d'aller voir concrètement au cas par cas, en faisant quasiment de la sociologie du droit, et de dire comment ça se passe exactement et dans quelle mesure ces droits de participation-là sont effectifs. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que, en réalité, vous voyez que sur un temps long, on a quand même une histoire qui est plus complexe que l'opposition entre un certain modèle, qui serait le modèle de l'État qui impose ses obligations, et de l'État qui impose ses obligations seulement au patrimoine matériel et qui ne s'intéresse pas au patrimoine immatériel. Et puis de l'autre côté, le modèle de la Convention de 2003, qui serait un modèle plutôt bottom-up plutôt que top-down, et qui s'intéresse à la question du patrimoine culturel immatériel. Ce sont des enchevêtrements beaucoup plus complexes qui demandent encore à être entièrement à étudier, je crois. Je vous remercie. Merci bien de cette réflexion. Et l'ouverture aux subtilités, voilà, comment la législation gère le lien avec les choses et les personnes. Et un petit commentaire avant de donner la parole pour la question. Ce qui m'a paru très intéressant, notamment la référence à la notion de monument folklorique des années 30, qui m'a fait penser en fait à l'élaboration de la loi du patrimoine en Lettonie dans les années 20, où il y avait une idée d'introduire une notion de monument de vie en tant que faisant partie des monuments, mais en comprenant par cette notion vraiment des traditions. Mais ça n'a pas vu jour au moment de l'adoption de la loi, mais en tout cas il y avait certaines réflexions également dans cette catégorie des monuments notamment. Mais c'est une question qui invariablement se pose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse aux pratiques sociales, forcément, intuitivement, quelque part, on se pose la question, finalement, pourquoi est-ce qu'on protège que les monuments, pourquoi on ne va pas essayer de chercher à protéger les pratiques sociales elles-mêmes? Sauf que tout le monde a buté, c'est un peu ce que j'essaie de dire, tout le monde a au bout du compte buté sur cette question-là, c'est pas évident de protéger les pratiques sociales. C'est pas un peu évident parce que la protection, elle vient de l'État, et l'État, on a un peu peur quand il s'intéresse aux pratiques sociales. Parce qu'on fonctionne dans un circuit restreint qui est le circuit juridique. C'est compliqué de travailler là-dedans. Merci. Je vais donner la parole à la question. Sakiet lūdzu, vai musulmaņu kopienas vēršanās pret viņa tradicionālā svētuma Muhameda kariģēšanu, kāds jūsu viedoklis par to, vai tas nevairāk būtu nemateriālā kultūras vērtība aizsardzības jautājums? Donc la question était concernant les caricatures sur l'islam et Mohamed. Est-ce que ça peut avoir également un certain lien au patrimoine culturel immatériel? Je ne vais pas voter en touche, mais je crois justement que dans le cas de Jospose, on a travaillé aussi sur les techniques juridiques pour justement ne pas avoir à travailler sur c'est quoi le patrimoine culturel immatériel, à partir de quand est-ce qu'on est dans le patrimoine culturel immatériel, à partir de quand est-ce qu'on n'y est pas. Et ça, typiquement, c'est une question, justement, c'est pour ça qu'on l'évacue, parce qu'elle est tout à fait impossible à répondre. Je peux vous répondre sur le plan technique, mais en même temps, en prenant la notion hors de son cadre juridique, la notion générale, je ne saurais pas vous répondre. J'en ai aucune idée. En fait, on en fait ce qu'on veut sur le patrimoine culturel.
Si vous voulez la mettre dedans, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. Je ne suis pas sûr, mais de la mettre dedans. Alors, je ne vais pas voter en touche parce qu'on a été concerné directement, mais effectivement, peu de temps après les attentats tragiques qui se sont déroulés au mois de janvier, a été évoquée l'idée, au sein même du ministère de la Culture, par un autre service que le nôtre, que l'humour tel que le pratiquait Charlie Hebdo puisse faire l'objet d'une protection au titre du patrimoine culturel immatériel. C'est une idée qui a fait long feu très très vite, qui n'a pas du tout prospéré. Ça peut donner néanmoins une idée de ce que la convention et le concept peut mobiliser comme type d'idée, même de manière fugitive, même s'il est apparu très rapidement aux personnes qui souhaitaient promouvoir ce projet. Il était à la fois extrêmement difficile de cerner une communauté d'intérêt viable autour d'un tel projet, sans parler évidemment des répercussions, des impacts et de l'incidence politique d'une telle tentative qui se serait certainement heurtée très rapidement à des refus, en fait, plutôt pour ne pas jeter l'huile sur le feu. Mais voilà, l'idée a été effectivement lancée. Merci. Merci Noé à nouveau pour la présentation. Et je pense que nous allons procéder à la prochaine intervention. Et